Bonjour à tous. Donc le temps que Philippe nous mette le diapo, donc je suis Bertrand GN, je travaille dans l'entreprise Atelier de la Haute-Garonne, je suis le directeur R&D de l'entreprise. Donc nous, si on est ici aujourd'hui, donc on n'y connaît pas grand-chose en robotique, mais c'est plus pour vous donner quelques notions de culture générale sur ce que font vos robots avec nos rivets. Donc on est fabricant de fixation aéronautique et principalement de rivets pleins. On est basé en région toulousaine. La spécificité de l'entreprise, c'est que c'est une entreprise familiale qui a été créée il y a plus de 100 ans maintenant, qui est toujours dirigée par les mêmes membres de la famille et qui est 100% dédiée à la fabrication et à la conception de fixation aéronautique. Et ça depuis les années 1950 où les premiers développements de rivets au sein de notre entreprise ont été faits avec Dassault Aviation, pour ensuite, je dirais, continuer dans le secteur aérospatial avec Airbus et des clients maintenant tout autour du monde, Boeing, Airbus Hélicoptère, Embraer, Bombardier, etc. Au fil des années, l'entreprise s'est développée pour faire d'autres types de fixations qui peuvent être des fixations utilisées sur des matériaux composites, qui peuvent être des fixations qu'on va appeler de la visserie ou des fixations type lock bolt avec des spécificités toujours très, je dirais, très pointues quand on parle d'assemblage de structures dans le monde aéronautique. Si vos entreprises participent à des qualifications dans les usines de process aéronautiques, eh bien vous devez d'avoir déjà été confronté aux problématiques d'homologation, de robustesse du process et de consistance sur tous les appareils. Aujourd'hui, on est encore là, Atelier de la Haute-Garonne, et on fait toujours beaucoup de rivets. Je suis arrivé dans la société il y a plus de 20 ans où on nous disait qu'on ferait plus de rivets. Mais ce qui se passe, c'est que la demande, il y a encore beaucoup d'avions métalliques qui sont faits. Le rivet, lui, a toujours un bel avenir devant lui tant qu'il y aura des avions métalliques. On verra que les matériaux composites ne sont pas forcément compatibles avec le rivet à écraser tel que on doit parler aujourd'hui. Mais le fait que la demande étant tellement croissante en termes d'aéronefs, on se retrouve aujourd'hui à fabriquer globalement plus d'1 milliard de fixations par an. Rapporté à la journée, ça veut dire qu'on fait entre 4 et 5 millions de pièces par an, quoi. Donc nous, notre métier, ça va être surtout d'avoir une consistance dans les procédés de fabrication, une très bonne robustesse dans la façon de gérer les différentes pièces qu'on va fabriquer. Et 4 à 5 millions de pièces par jour, ça représente sur une année à peu près 40 000 références différentes. Les clients, une référence, même si c'est des tout petits rivets comme on peut voir ici, s'il fait 1 millimètre de plus, c'est une référence différente, quoi. Donc aujourd'hui, c'est 250 personnes en France qui travaillent sur ça. On livre dans 45 pays et on travaille principalement avec les gros donneurs d'ordre. Un petit peu d'histoire sur le rivet. Donc, alors c'est pas hyper novateur l'utilisation du rivet parce que déjà les Égyptiens ont mis en place ces premiers rivets. À l'époque, c'était des rivets en bois. On a vu apparaître l'apparition des premiers rivets métalliques dans ce qu'on a retrouvé par les Vikings sur leurs bateaux. On a trouvé des traces de rivets en fer. Ce qui a surtout, je dirais, émancipé l'utilisation des rivets, c'est les constructions autour des infrastructures, tous les réseaux. Donc ça, on est plutôt vers le XVIIIe siècle. Il y a d'autres types de rivets. En 1873, il y a eu un brevet sur un rivet en cuivre qu'on retrouve sur tous nos jeans maintenant, donc qui est fabriqué par Million. Un petit peu de cocorico, 1887, donc construction de la Tour Eiffel, c'est 2,5 millions de rivets, donc qui étaient des rivets en fer. 2,5 millions, c'est à peu près le même ordre de grandeur qu'on va retrouver sur un Airbus 330 aujourd'hui, donc parmi les plus gros modèles d'avions qu'on retrouve sur le secteur, en nombre de fixations, pas uniquement de rivets, mais qui vont être utilisés sur un avion. Et depuis les années 1900, donc on retrouve je dirais l'utilisation des rivets en aéronautique. Ce qui a fait cette évolution, c'est avant tout l'acquisition de connaissances sur les matériaux, quoi. Le rivet, la spécialité des gens qui vont faire du rivet, c'est avant tout des forgerons et des métallurgistes, ce qui fait qu'aujourd'hui, il va y avoir des rivets dans différents types de matériaux. Et aujourd'hui, si on se retrouve ici, c'est que les différentes innovations qu'on a maintenant sont pas forcément autour du produit lui-même, mais de sa façon de le poser, quoi. Et donc son automatisation, quoi.
Donc là, c'est quelques exemples de photos de différents aéronefs. Donc en haut à gauche, on voit un panneau avec toutes ces lignes. On appelle ça généralement des coutures qui peuvent être longitudinales ou qui peuvent être radiales. Donc les rivets vont servir... je sais pas si on a un laser là-dessus. Non. Les rivets, généralement, vont servir à faire les coutures longitudinales qu'il y a sur les tronçons de fuselage où on va attacher donc les lisses sur la peau de l'avion, quoi. Et donc, c'est ce qui va faire une résistance directe des aéronefs, quoi. Donc, il y a plusieurs types de rivets. Vous en retrouvez à l'intérieur de l'avion, sur l'extérieur avec des contraintes, je dirais, de cosmétique ou d'aérodynamique. Et tous les petits points qu'on va voir aussi à l'intérieur vont être des rivets. Alors pourquoi on les utilise en aéronautique? Alors nous on est spécialisé dans l'aéronautique, donc je pourrais pas vous donner d'infos sur les autres domaines industriels. L'aéronautique, donc le rivet, c'est une fixation qui va travailler en cisaillement. Donc on n'utilisera pas ces pièces en type traction, mais on va avoir besoin de passer des charges et des efforts en cisaillement, ce qui se passe sur les fuselages et au niveau des ailes. Donc on va pouvoir employer les rivets. Tout d'abord parce que le coût d'assemblage est extrêmement réduit, à la fois grâce au fait que les rivets sont une fixation peu chère et aussi grâce au fait que des entreprises comme les vôtres ont développé des systèmes pour automatiser la pose de ces fixations, faire les trous et rendre, je dirais, la pose de la fixation moins complexe et moins pénible des images qu'on a pu voir il y a des années où les gens avec des outils manuels pour poser les rivets. Le deuxième point, c'est qu'il y a une très bonne disponibilité aujourd'hui. Un des enjeux cruciaux du secteur, on entend parler généralement aux infos, c'est la supply chain. Et il n'est pas rare d'avoir des délais d'approvisionnement de pièces qui dépassent les années. Donc c'est une type de technologie qui est bien maîtrisée par tout le monde et qui permet aux avionneurs de maintenir des cadences qu'ils ont comme objectif, quoi. Et le deuxième gros point, c'est la résistance. Avant tout, c'est fait pour mettre sur des pièces de structure, sur des choses qui vont se retrouver au-dessus de nos têtes. Donc c'est la tenue en fatigue, quoi. La tenue en fatigue, c'est un point clé dans le design des avions. On a une petite photo ici où dans les années 50-60, on avait négligé un petit peu ces histoires de tenue en fatigue et, au niveau de la conception du fuselage qui peut entraîner des choses catastrophiques. Donc le rivet, lui, il a une bonne tenue en fatigue, parce que quand on va le poser, ici on a une vue en coupe du rivet, simulation numérique, quand on va le poser dans l'assemblage, on va venir écraser cette partie-là, ça va engendrer des contraintes tangentielles dans le trou qui vont limiter la propagation des fissures lors de la durée de vie de l'avion, quoi. Et c'est ce qui fait que même si on a des rivets en matériaux aluminium qui vont avoir une résistance 2 fois plus faible que des titanes plus résistants ou des aciers inox, on en trouve beaucoup sur les avions parce que ces contraintes qui vont être mises là vont permettre d'avoir un gonflement du trou et une tenue en fatigue qui sera bonne. Qu'est-ce que je nous ai mis là? Juste une variété de... Alors les rivets, on parlait tout à l'heure de 40 000 références. Pourquoi il y a autant de références? Parce que ce que vous allez poser avec vos moyens automatisés, il va y avoir plusieurs formes. On va avoir tout d'abord, dans une fixation aéronautique, on va avoir un côté design, donc vous allez avoir des petites pièces, des grosses pièces, des longues, des formes de tête avec des fraisures comme ça, des fraisures comme ça, des têtes plutôt comme ça, etc. Donc il y a tout un panel de design au niveau de la tête en fonction des contraintes que vont vouloir résoudre les clients finaux, quoi. Ensuite, il y a les matériaux. Donc on fait plus de rivets en bois comme les Égyptiens, mais on fait encore beaucoup de rivets dans différents types de matériaux. Donc il y a forcément beaucoup d'aluminium pour la question masse, donc c'est ce qu'on va retrouver sur toutes les ailes ou tous les fuselages. Vous allez avoir aussi des matériaux tels que le titane, plusieurs nuances de titane, où on va retrouver sur des zones qui vont avoir un peu plus de charge, acier, inox, voire des zones dérivées avec des matériaux à base de nickel, qui vont eux être utilisés dans des zones plus sollicitées en température. Et après, une fois qu'on a fait le choix du design du matériau,
eh bien, comme on peut voir sur les petits blocs ici, il y a différentes couleurs qui vont traduire différents traitements de surface qui vont pouvoir être mis sur le rivet, quoi. Donc nous, notre savoir-faire à nous, ça va être d'être capable de forger des pièces avec différentes formes, d'être capable de maîtriser la métallurgie de toutes ces pièces et d'être capable d'appliquer les traitements de surface sur les rivets finaux qui auront pour but, les traitements de surface, généralement la tenue à la corrosion ou l'identification pour, je dirais d'abord les compagnons qui aujourd'hui posent les rivets ou vos robots, parce qu'un rivet vert, ça veut dire qu'il est dans une nuance d'alliage différente d'un rivet jaune, par exemple, quoi. Et parce qu'il y a beaucoup de rivets en aluminium, mais il existe plein d'aluminium différentes séries d'alu à base de cuivre, de zinc, de nickel, etc. Une fois qu'on a fait tout ça, voilà un petit peu un panel des pièces que les utilisateurs finaux vont utiliser avec des formes différentes. Donc on va les retrouver des formes spécifiques pour attacher les voilures, des formes plutôt fraisées ici pour ce qu'on va retrouver au niveau du fuselage, des têtes bombées universelles qui vont se retrouver plutôt à l'intérieur de l'avion, et des produits un peu spécifiques avec des formes qui, elles, vont être usinées pour les matériaux composites. Ensuite, il y a deux petites vidéos. La première qui est assez ancienne, mais qui permet de visualiser un petit peu une différence. Pourquoi on utilise un rivet tête fraisé ou un rivet tête bombée. Généralement, c'est pour les questions d'aérodynamique, mais de plus en plus, il y a aussi des questions de cosmétique, puisque la cosmétique est un critère clé pour les clients des avionneurs. Donc généralement, quand on va poser un rivet, donc forcément il y a le choix de sa taille, de son design, diamètre, longueur, de ses formes de tête. Une fois qu'on a fait le choix et qu'on a nos pièces à assembler, donc il y a des règles d'épaisseur qui vont varier en fonction des matériaux, qui vont varier en fonction des entreprises et des règles internes d'entreprise. Et vous, vous intervenez, j'imagine, pour le choix de ce rivet de façon automatique, le perçage, différentes façons de faire des trous avec des outils monoblocs, ou dans ce cas-là, qui est un peu plus ancien, des outils en 2 blocs, où on a fait un alésage, et ensuite on va faire une fraisure, quoi. Généralement, les diamètres qu'on va vous demander de respecter si vous faites des trous, ça va être de l'ordre de 50 microns, et les tolérances qu'on a, nous, sur la fixation sont à peu près du même ordre. Et ce qui va être important, une fois posé, c'est de combien la tête va dépasser ici, pour avoir la meilleure aérodynamique possible et la meilleure cosmétique. Donc si on va être sur une pose ancienne, il faut sélectionner d'avoir la bonne longueur, puisque ce qui va se passer quand vous posez le rivet, vous allez l'écraser ici. Donc s'il est trop court, il ne va pas gonfler assez dans le trou et on n'aura pas une bonne tenue en fatigue. S'il est trop long, ça fait trop de matière à déformer et on risque d'éclater la matière et d'avoir une mauvaise pose. C'est du matériel assez ancien, donc c'est les poses manuelles où on pose ce qu'on appelle au pétard, donc c'est avec des marteaux à frapper, quoi. Et sur les vidéos d'à côté, il y a le côté, l'aspect un peu plus moderne et recherche de ce qui se passe quand on va poser un rivet avec en haut les zones de contact entre le rivet et les tôles, et en bas les contraintes qui vont se diffuser dans l'assemblage et qui va permettre d'avoir la bonne tenue en fatigue de la pièce. Et là, vous avez un process de perçage et pose. C'est un peu fort, là. Donc là, on fait le trou, on insère le rivet, et il a été clampé par-dessous, quoi. Je sais pas si on peut baisser le son ou le couper. Voilà, là c'est baissé, on n'entend plus. Donc on voit à travers, ce qui est important de noter à travers cette vidéo, c'est qu'en l'espace de, je ne sais pas chronométrer, mais 2-3 secondes, on a pu faire un trou, mettre le rivet et l'écraser, quoi. Donc généralement, c'est ce que les clients finaux vont vous demander. Et puis avec des processus de contrôle, est-ce que le trou est fait au bon diamètre, à la bonne profondeur, est-ce que le rivet a été bien posé, est-ce qu'il y a un contrôle caméra, est-ce qu'il y a un contrôle d'effort, etc. Donc chaque client final, en discutant avec vous, va avoir des KPIs ou des paramètres clés qu'il va vouloir que vous puissiez monitorer lors de la pose de la fixation, quoi.
Et dernier petit chapitre sur les fixations, un peu de culture générale, de comment on fabrique ces rivets. Donc ces rivets, à la base, le premier point, c'est la matière première. Donc on a parlé de la métallurgie. Donc il y a il y a des étapes où on va travailler les fils, c'est ce qu'on appelle le tréfilage. Donc on imagine un fil d'un gros diamètre qu'on vient passer dans des outillages pour le réduire. Et ça permet d'avoir une bonne qualité métallurgique qui va faire que le rivet va être bien posé. C'est essentiel pour nous parce que une des parties du travail, c'est le contrôle, mais on va contrôler un échantillonnage. On se doute bien que si on fait 1 milliard de pièces, on ne peut pas tout contrôler, mais il faut qu'à travers notre process, tout soit conforme à 100%, parce que les 1 milliard de pièces, le client final, lui, va les poser, quoi. Et ce qu'il y a de pire aujourd'hui, avec les délais de livraison des différents aéronefs, c'est d'avoir des arrêts de chaîne de production et de revenir pour faire des réparations ou des acceptations sous dérogation, quoi. Donc une fois qu'on maîtrise bien notre matière, on va la frapper sur ce type de machines-là, qui sont des machines de frappe à froid. Et pourquoi le rivet est pas cher à la vente, c'est qu'on peut avoir des machines qui frappent jusqu'à 500 coups minute. Donc ça veut dire que on vend limite plus des pièces au kilo qu'à la pièce, quoi, le prix. Après, on va avoir des étapes de traitement thermique, donc qui vont permettre de donner la résistance finale à la matière et sa malléabilité. On va faire le traitement de surface sur des chaînes qu'on voit ici, qui elles vont permettre d'avoir la distinction d'un point de vue couleur et surtout les propriétés telles que de la tenue à la corrosion ou de la conductivité électrique en fonction des zones utilisées. Et aussi beaucoup de contrôle, donc on est dans l'aéronautique, donc il n'y a pas une pièce qui part de chez nous, plutôt un lot qui n'aura pas été contrôlé, avec tout un tas de critères qui vont être dimensionnels, qui vont être mécaniques, qui vont être métallurgiques, quoi. Et après, attention parce qu'il va y avoir du son là, si on peut peut-être le baisser. On terminera sur deux petites minutes si vous voulez voir un petit peu les machines de fabrication de ces pièces. Donc là, on a le fil qui est sur nos machines de frappe, donc qui est déroulé devant ce type de machine. Il y a forcément des contrôles qui sont faits sur la matière avant. On fabrique nos outillages par différentes méthodologies. Ici, c'est une méthode laser de gravage. On va contrôler les outillages avec des moyens, je dirais Mitutoyo, 3D, etc., pour aller voir les géométries à l'intérieur des outillages de frappe. Et ensuite, une fois qu'on a le fil et qu'on a les... alors là, c'est pas vraiment rivé, là. On switch sur une vis. Bon, c'est une type de fixation aéronautique, donc on n'est pas dans des matériaux qui se déforment facilement, donc on chauffe par induction. Donc ça, c'est différent, c'est pas applicable au rivet plein. Donc une fois qu'on a ces ébauches, là on a un exemple de machine de rivet, voilà, qui tape. Chacune des machines est monitorée avec des capteurs d'effort, parce qu'on ne s'amuse pas à contrôler toutes les pièces qui sortent de la machine. Donc si les efforts bougent, ça veut dire que la quantité de matière bouge, donc la dimension va bouger. Là on est sur de la frappe à chaud, c'est des machines qui frappent jusqu'à 100 coups minute. Donc un des métiers, c'est aussi de gérer la chauffe de l'induction. Et là, on va se retrouver avec des machines qui permettent de faire... Bon, ça, c'est dérivé pour les ailes. Donc on est sur du 250 coups minute. Et une fois qu'on a fait ces ébauches, donc on a une phase de traitement thermique avec différents types de fours. On n'utilise pas un même four pour traiter de l'aluminium que pour traiter de l'acier ou du titane. Et puis après, il va y avoir un tri et un traitement de surface dérivé, quoi. Et je pense qu'on a fait le tour. Voilà, si vous avez des questions. Merci.